C'est l'heure de retrouver le bloc-notes de Simone Rodan-Benzaken. Bonjour Simone. Bonjour. Et merci de nous rejoindre comme chaque semaine. Vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. On va s'envoler avec vous pour les États-Unis. Simone, vous nous parlez cet après-midi de Zohar Mamdani, vainqueur de la primaire démocrate pour la mairie de New York face au maire sortant Andrew Cuomo. Vous avez été, Simone, l'une des premières, pour ne pas dire la première, à nous alerter en France sur le profil de ce candidat. Rappelez-nous d'abord les grandes lignes de cet homme de 33 ans qui est considéré aujourd'hui comme l'une des étoiles montantes du Parti démocrate américain. Oui, je pense que la raison pour laquelle j'étais la première effectivement à en parler, c'est que j'ai à la fois la capacité de voir ce qui se passe aux États-Unis, mais surtout avec un prisme français-européen. Écoutez, Mamdani est un jeune qui vient pas du Parti démocrate en soi, mais des Socialist Democrats of America, qui est plutôt l'extrême gauche à l'extrême gauche du Parti démocrate américain. Jean-Luc Mélenchon avait été invité il y a pas longtemps à New York et est intervenu à ce moment-là auprès de cette organisation. Il a établi sa carrière avec une vraie politique d'extrême gauche dans la ville, et il a surtout, et c'est là où ça devient intéressant pour nous, beaucoup poussé un agenda antisioniste dans la ville de New York. Il a participé à de nombreuses manifestations où on a vu plusieurs personnalités et organisations très radicales, où on a entendu des choses comme globaliser l'intifada, from the river to the sea, tout ce Il est genre proche de du choses BDS que vous également avez vues tous. Il est pas proche du BDS, il est effectivement un très grand défenseur du BDS depuis très longtemps. Il est également le président d'un chapter de son université de SJP, donc Students for Justice of Palestine. Il faut dire que Students for Justice of Palestine, il y a actuellement une plainte qui a été déposée aux États-Unis. Donc il y aura un procès par des familles de victimes du 7 octobre, accusant SJP d'avoir des liens directs avec le Hamas, en réalité d'être un relais du Hamas, et possiblement... Et d'avoir été au courant même de ce qui allait se passer le 7 octobre. Exactement, parce que quelques heures avant l'attentat du 7 octobre, ils ont activé ou réactivé leur compte Instagram. Donc il y a une suspicion effectivement que cela pourrait avoir lieu. Et ensuite, c'est aussi un candidat qui a été financé par l'organisation CARE. CARE, ça veut peut-être pas dire grand-chose pour tout le monde. CARE est une organisation musulmane, mais qui en réalité est plutôt une organisation proche des frères musulmans. Le FBI a mené une enquête il y a quelques années sur eux, a interrompu toute relation avec CARE, et il faut aussi savoir que CARE est listé comme une organisation terroriste par les Émirats arabes unis. Donc ça vous donne quand même un tout petit peu un écosystème, et un peu comme chez nous, il a vraiment construit une grande partie de sa campagne, pas uniquement sur la politique d'extrême gauche. Parce que, pardon Simone, mais c'est ça qui est beaucoup mis en avant ces dernières semaines par des médias, notamment en France, pour expliquer cette victoire inattendue de Mamdani. C'est son agenda très social, plus à gauche encore que celui de Bernie Sanders, qui est membre du Parti démocrate. C'est ça qu'on met en avant, pas forcément son rapport à Israël et au monde juif. Exactement. Alors c'est vrai que cette partie-là, elle est extrêmement importante. C'est ça l'agenda qu'il met en avant pour la ville de New York, par ailleurs avec des choses qui sont, comme c'est souvent le cas à l'extrême gauche, pas vraiment réalisables, et qui sont par ailleurs pas du rôle du maire. Mais encore une fois, il a aussi
a eu tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire la colonne vertébrale, c'est quand même tout son travail sur un antisionisme extrêmement fort et extrêmement virulent, sur lequel il a par ailleurs dû s'expliquer. Maintenant, voilà, il a gagné les primaires, et ce que je dois dire m'inquiète beaucoup, c'est non seulement ce qui se passe à New York, parce que c'est vrai, symboliquement, ça veut dire beaucoup de choses. Je veux dire, c'est la plus grande, c'est en dehors du fait que c'est New York et c'est une des plus grandes villes des États-Unis, un centre de la finance, un centre économique extrêmement fort pour les États-Unis et pour le monde, mais c'est aussi la plus grande ville juive au monde en dehors d'Israël. Et donc symboliquement, c'est forcément extrêmement inquiétant si une ville bascule chez quelqu'un pour qui la question de l'antisionisme est en réalité un ciment très fort politique. Et qu'est-ce que vous disent, Simone, les relais du monde juif à New York de cette ascension politique de Zohar Mamdani? Écoutez, il y a évidemment une très grande inquiétude. Il y a une très grande inquiétude pour tout ce que cela peut représenter. Et aussi et c'est là où je voulais en venir, c'est la grande inquiétude pour ce qui pourrait se passer pour le Parti démocrate. Parce que ce que nous avons vu quand même dans d'autres pays, y compris dans le nôtre, c'est que c'est la question de est-ce que la gauche, voilà, démocrate républicaine, tient. Elle a eu du mal à tenir en Angleterre, c'est-à-dire on a beaucoup parlé de la corbynisation du parti Labour en Angleterre. Du nom de l'ancien leader du parti, Jeremy Corbyn. Exactement. Pendant longtemps, en fait, Jeremy Corbyn a fait en réalité une OPA sur le parti travailliste en Angleterre, l'a purgé de juifs, hein, très clairement, et a créé un climat de peur constante pour la communauté juive anglaise, pour qui, comme c'est le cas aux États-Unis, hein, le parti Labour a constitué quand même une base très importante. 70% des juifs anglais votaient pour le Labour et ont dû l'abandonner, ont dû le quitter quand Jeremy Corbyn a pris le pouvoir. Et donc l'incapacité des instances du parti de résister à ce phénomène de Jeremy Corbyn, et on voit un tout petit peu la même chose quand même aussi chez nous avec le NFP, hein, qui, je pense, pour beaucoup de monde a été une très grande déception, hein, de voir des figures du Parti socialiste, y compris un ancien président de la République, ne pas considérer que la question de l'antisémitisme et de l'antisionisme soit une ligne rouge. Et donc aux États-Unis, on voit un peu la même chose, c'est-à-dire avec cette grande victoire de Mamdani, on a vu des personnalités politiques comme Chuck Schumer, hein, qui lui-même par ailleurs est juif, comme Jerry Nadler, que même Bill Clinton, qui pourtant n'était pas un partisan de Mamdani, ont fini par le féliciter et en réalité baisser les armes. Et c'est ça, je pense, aujourd'hui la très grande question, en dehors du fait que est-ce que Mamdani va gagner cette ville de New York, mais c'est aussi est-ce que le Parti démocrate, qui est évidemment en perdition, qui se pose aujourd'hui de la question de qui ils sont, est-ce qu'ils sont encore capables de gagner, est-ce qu'ils vont résister à cette tentation radicale que est Mamdani, et que jusqu'à maintenant, le Parti démocrate n'a jamais vraiment eu, en tout cas il y a eu des éléments, il y a eu Rachida Tlaib, il y a certains qui étaient là, mais ils n'ont jamais réussi à prendre le pouvoir du Parti démocrate. Et donc la question aujourd'hui est évidemment, est-ce qu'ils vont pouvoir résister ? Simone, on a beaucoup parlé de leur dernière campagne présidentielle américaine, du vieillissement du Parti démocrate et de l'incapacité de ce parti à se renouveler, sachant que le renouvellement ici, en l'occurrence, voudrait dire qu'on s'écarte de la ligne pro-israélienne historique de ce parti-là. Une victoire à New York de Mamdani pourrait permettre une accélération justement de cette évolution générationnelle. Oui, je le crains en tout cas. Il y a aujourd'hui, effectivement, aux États-Unis,
Mais comme on le voit beaucoup dans la social-démocratie, si on veut l'appeler comme ça, en tout cas c'est d'une gauche modérée, des questions sur qui ils sont, quel est leur projet, quelle est la réponse qu'ils peuvent donner aux questions qui se posent beaucoup de leurs électeurs. Le fait que beaucoup de grandes figures du Parti démocrate ont un peu abandonné l'idée de soutenir la classe, la working class aux États-Unis, Mhm. et donc se sont tournés vers des élites autres, vers des élites financières. On fait un peu de la identity politics, de l'identitarisme, du wokisme, et en réalité on abandonnait les racines profondes qui étaient le Parti démocrate, c'est comme c'était le cas de toutes les gauches un peu partout dans le monde. Et donc, aujourd'hui, effectivement, ces deux courants continuent à exister dans le Parti démocrate, mais ils ne savent plus exactement, je pense, qui ils sont. Et tout ça dans une Amérique qui est extrêmement polarisée. Par ailleurs, il faut dire que Mamdani est probablement le plus grand cadeau à Donald Trump Qui qu'il a s'est pu exprimé d'ailleurs s'imaginer. sur le sujet. Il promet de sauver New York de Mamdani. Il promet bien évidemment de sauver de New York de Mamdani. Il a parlé même de la possibilité de lui enlever sa citoyenneté. Il a parlé du fait Il de faut préciser qu'il est né pouvoir en Ouganda, l'expulser. Mamdani. Exactement. Donc, on se retrouve dans une situation extrêmement polarisante et dans laquelle, effectivement, le Parti démocrate, ensuite, pour répondre à Donald Trump, se radical, ou en tout cas a une tendance à possiblement se radicaliser. Donc il y a un vrai danger. Il y a un vrai danger aussi, ce qu'on a vu ici, je vous ai dit, Mamdani a été financé par CARE aux États-Unis. C'est par ailleurs le plus grand don que CARE, donc les frères musulmans, ont fait à un candidat. Et donc, effectivement, on voit un peu partout aux États-Unis, à Los Angeles, à Kentucky, etc., un peu partout aux États-Unis, à Atlanta, des hommes et des femmes politiques émergés de la frange très extrême du Parti démocrate ou de DSA, donc de Democratic Socialists of America, qui était un non-parti, c'était un truc qui existait quasiment pas, soutenu aussi par les organisations frères musulmans, des organisations islamistes. Et donc, on est effectivement maintenant un peu le cauchemar qu'on a pu s'imaginer, c'est-à-dire une extrême polarisation de la politique américaine, où la droite américaine devient de plus en plus radicale, de plus en plus trumpiste, Oui. et de l'autre côté, un parti démocrate, il devient de plus en plus radical à gauche, et un centre en réalité qui s'effondre parce que malgré tout ce qui a constitué pendant très longtemps les États-Unis, et c'est par ailleurs aussi le sujet d'Israël, était le fait que beaucoup de sujets ont été des sujets bipartisans. C'est-à-dire qu'on pouvait être en désaccord sur certaines choses, mais il y avait des questions essentielles sur lesquelles le Parti démocrate et le Parti des républicains se retrouvaient. Israël en est un, la question du racisme, la question de l'antisémitisme en étant un deuxième. Et ce n'est plus aujourd'hui le cas, et donc c'est effectivement très dangereux, je pense, pour la démocratie américaine, et bien évidemment très dangereux pour les juifs américains. Simone, vous demandiez tout à l'heure si Mamdani pouvait être une inspiration donc pour la gauche, pour le Parti démocrate américain. Vous avez cité par la suite quelques exemples de villes qui pouvaient être concernées également, mais aussi à l'international avec une vague possible, un antécédent créé par l'éventuelle victoire de Mamdani à la mairie de New York. Ça nous amène à revenir en France, à parler de Jean-Luc Mélenchon, dont il a été question hier lors du dîner du CRIF. On a écouté tout à l'heure un extrait de l'intervention du Premier ministre François Bayrou. Je voudrais revenir cette fois sur un passage du discours du président du CRIF, Jonathan Arfi, qui a tensé Jean-Luc Mélenchon, mais aussi Dominique de Villepin. Je le cite, Dominique de Villepin est devenu un Mélenchon des beaux quartiers. Comment un ancien Premier ministre peut-il ignorer que son discours sur le contrôle des médias ou la finance, quelles que soient ses intentions, résonne pour beaucoup comme une rhétorique complotiste ou antisémite? S'est interrogé Jonathan Arfi. Il a visé particulièrement juste hier soir? Oui, je pense qu'il a
non, il a effectivement eu les bons mots, les bons termes, parce que je pense que, comme souvent dans notre histoire, nous, juifs, nous entendons des choses, nous voyons des choses que le reste de la société ne voit pas forcément, et on le voit quand on voit à quel point Dominique de Villepin est haut dans les sondages. Donc je pense qu'une très grande partie des Français ne se rendent pas forcément compte de ce que nous, juifs, nous entendons quand on entend Dominique de Villepin parler. Donc je pense qu'il était effectivement très important pour le président du CRIF de faire part de ce sentiment qu'une très grande partie des Français ont quand ils entendent Dominique de Villepin parler. Il avait fait la même chose avec Jean-Luc Mélenchon. Très tôt, il a parlé, comme nous tous, du danger que représente Jean-Luc Mélenchon. Mais cette fois, c'est un représentant de la droite gaulliste dont il est question, ce qui est plus récent. Plus différent. C'est plus récent, mais effectivement, la même chose existe aussi aux États-Unis. Je vous avais parlé à un moment de la woke droite. L'antisémitisme, ou en tout cas l'antisionisme, n'est pas propriété d'un camp politique particulier. Et effectivement, je pense qu'il était en tout cas très important pour Jonathan Arfi de mettre des mots sur nos mots, et de faire part de ce sentiment au reste de la société française, et tout ça, bien évidemment, dans la présence du Premier ministre français et d'une très grande partie du gouvernement français. Donc, merci. Je pense qu'il était effectivement très important. Merci beaucoup, Simone Rodan-Benzaken, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine. Shabbat Shalom.